Industrial Nation, on est à nouveau réunis avec Samy pour échanger un petit peu sur les ventes. C'est un nouvel épisode d'Industrial Growth, le podcast entièrement dédié à l'industrie, et on est là pour vous aider à mieux vendre, à mieux diffuser l'information autour de vos solutions et à mieux vous aider à développer votre business. Samy, c'est la 3e fois, je crois, ou la 4e fois qu'on se retrouve ensemble. En effet. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Alors aujourd'hui, Karim, tu as souhaité qu'on évoque une phase, une étape fondamentale du processus de vente qui est la découverte, l'exploratory. L'exploratory, on appelle ça. Comme tu aimes le dire, dans l'environnement anglo-saxon dans lequel tu évolues. Ouais, un vrai américain. Donc l'étape de découverte, oui, que beaucoup de commerciaux, tous les commerciaux d'ailleurs, sans exception, connaissent. À un moment ou à un autre, ils ont ils le croisent d'ailleurs tous les jours, ce point particulier du processus de vente. Alors, c'est justement cet entretien exploratoire ou cette découverte, donc c'est quelque chose qui est important parce que c'est en gros ce qui va permettre de savoir si on peut aider un client, si les solutions, les services qu'on propose sont adaptés, si c'est un bon fit pour nous aussi, parce qu'on n'a pas forcément envie de travailler avec tout le monde. En tout cas, si vous pensez que vos produits ou que vos solutions s'adressent à tout le monde, non, on ne peut pas aider tout le monde. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi faire des choix dans le type de client. Ça, c'est typiquement un entretien qui intervient plutôt au début de la vente. Il s'est passé quelque chose avant cet entretien ? Dans bien des cas, bien sûr. Quand un commercial, un vendeur, un négociateur se retrouve en rendez-vous, puisque cette étape-là, elle est particulièrement fondamentale à ce moment précis. Ouais. Mais souvent, elle a été précédée d'une espèce d'une préqualification. Première connexion. Première connexion, qui peut être téléphonique, ou qui a pu être aussi sur un mail entrant, par exemple. Mais bon, s'il y a un rendez-vous, c'est que préalablement, le commercial, normalement, sait pourquoi il va dans ce rendez-vous et quel est l'objectif qu'il donne à ce rendez-vous en particulier. Donc, il y a forcément eu un échange dans lequel quelques informations, évidemment, ont pu déjà être prises, mais bien sûr pas toutes. Pourquoi c'est si important de bien travailler cet entretien exploratoire ou cette découverte ? Pourquoi elle est si importante en fait ? Et pourquoi on a parfois l'impression que pas mal de commerciaux ont du mal avec cette étape-là. Ils se retrouvent à la fin du cycle de vente. Bon, j'ai répondu un peu à la question en la posant, mais la réponse est un peu dans la question. Comment tu peux expliquer que c'est si important que ça, en fait, cette découverte ? Oui, tu le rappelais en préambule. Au fond, on s'est aperçu, c'est un peu expérimental, comme souvent toutes ces méthodes se renforcent grâce aux expériences aussi vécues, qu'évidemment, et ça paraît tellement logique, mieux on a compris, plus on est affûté dans ce qui va être important pour à la fois l'entreprise et l'interlocuteur que l'on a en face de nous, plus on a saisi de façon affinée les critères, les éléments qui vont lui permettre de prendre la décision, bien entendu, on est bien plus armé ensuite pour pouvoir proposer la fameuse solution qu'on va lui présenter, et les arguments que l'on va déployer vont être bien plus aiguisés que si on est passé un petit peu vite sur cette étape-là. Au fond, il est en train, lui, de nous donner tous les éléments qui vont lui permettre de prendre la décision. C'est à lui de nous dire qu'est-ce qui va être important et qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il prendra la décision. C'est clair. Ouais. Moi, il y a quelque chose que je trouve d'important dans cet entretien, surtout à l'heure d'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand un commercial se retrouve dans ce moment de rendez-vous, c'est plus du tout la même chose que ce qu'on pouvait voir dans le temps, quoi. Je veux dire, dans l'ère pré-Internet. C'est-à-dire que la plupart du temps, le client, il a déjà un certain nombre d'informations. En fait. Ouais. Donc il arrive et souvent il est surinformé. Donc l'intérêt aussi, moi, que je vois dans cet entretien, c'est comment on va pouvoir apporter en tant que commercial de la valeur ajoutée en ayant une démarche qui soit très prescriptive aussi, parce qu'on est sur le secteur industriel, souvent sur des ventes complexes. Je ne suis pas sûr qu'on fasse des entretiens découvertes pour des produits de commodité. On parle bien là de ventes quand même qui sont... Elle existe aussi. Mais c'est peut-être moins utile d'avoir un commercial qui échange pendant 1 heure quand on vend quelque chose qui est facile à acheter, quoi. Bien sûr. Donc là, on parle plutôt de ventes qui peuvent être relativement complexes, avec souvent des différents échelons de décision, peut-être plusieurs personnes impliquées dans la décision, et donc peut-être du risque aussi pour l'entreprise qui va faire cet achat ou qui va décider d'acheter. Donc le rôle du commercial ici, c'est un peu comme, moi je compare souvent ça au rôle du médecin en fait. C'est un peu
le rendez-vous médical où on va voir le médecin parce qu'on a un problème. En tout cas, c'est comme ça, à mon avis, que les commerciaux devraient l'aborder. Est-ce que tu partages un peu ce sentiment? Oui, je partage bien sûr ce sentiment. Bon, encore une fois, bon, la solution qu'on va lui proposer, les produits, les prestations qu'on va décider de mettre sur l'ordonnance, hein, puisque la proposition, pour reprendre l'image que tu donnes, c'est finalement une ordonnance pour répondre à une problématique. Elle passe inévitablement par un questionnement, une curiosité, une reformulation pour s'assurer d'avoir parfaitement compris. Ouais. Mais cette notion de « j'ai bien compris », reste quand même subjectif. Ouais. Certains pensent avoir bien compris. On peut parfois se rendre compte que il manque des infos ou qu'on les a mal compris. Ça n'a pas été aussi maîtrisé que cela, parce qu'on est aussi dans un échange sur des mots, et les mots pour les uns et pour les autres ne signifient pas forcément toujours la même chose. Je donnais l'exemple souvent de qualité. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que la qualité? Pour moi, il n'y a aucune définition objective à ce que c'est que la qualité. C'est subjectif d'une personne à l'autre, où on met l'échelle de la qualité. Et donc, je cherche un produit de qualité. Bien sûr, je fournis des produits de qualité. Bon, quand on a fini de se raconter ça, on n'a pas compris grand-chose. Je caricature un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Voilà, c'est pour donner une idée, un exemple. Et donc, on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de qu'est-ce qui fera qu'à un moment donné, il pourra prendre la décision. Et je crois que parfois, il ne faut même pas hésiter. Moi, je dis à certains commerciaux, mais posez la question à votre acheteur. Posez la question. Qu'est-ce que pour vous un produit de qualité? Qu'est-ce qui fera que nous pourrons travailler ensemble? Voilà. Qu'est-ce que je dois vous proposer pour que nous puissions travailler ensemble? Eh ben, parfois, il y a des acheteurs qui osent y répondre. Qui osent y répondre, et parfois il y a des commerciaux qui osent la poser. Est-ce que toi, tu utilises, quand tu fais ce genre d'appel ou de rendez-vous de découverte, est-ce que tu utilises un schéma type? Est-ce que tu as une façon de structurer ton rendez-vous? Est-ce que tu suis un fil rouge? Alors, on est sur de l'humain, on sait très bien qu'on va pas... Il ne s'agit pas de dérouler une liste de questions et de faire... c'est pas une garde à vue, quoi. Hein. On n'a pas déjà la liste des questions à poser. Donc, est-ce que toi, tu utilises un schéma particulier, en tout cas peut-être des moments clés dans ce type de rendez-vous, qui sont importants à ne pas louper? Alors, même dans une garde à vue, je pense qu'ils ont une liste de questions qu'ils maîtrisent suffisamment. Et je pense que sur ce point, ce que tu l'évoques, faut pas hésiter à avoir une liste formalisée, écrite. Des questions qu'on va poser. Sur ce point, juste petite parenthèse, voilà, je rencontre des commerciaux qui ont vraiment une espèce de gêne à imaginer, qui vont arriver dans un rendez-vous avec quelque part, que ce soit sur un ordinateur ou dans leur book, une feuille, avec un certain nombre de questions incontournables qui doivent être abordées dans l'entretien. Alors c'est évident qu'on aura du mal à les aborder dans un ordre particulier. L'interlocuteur, il ne se laisse pas conduire, même si c'est celui qui pose les questions qui conduit l'entretien, selon l'expression consacrée. Il va, lui, nous promener un petit peu au fil de ses idées qui arrivent aussi comme ça, et c'est aussi à nous de le canaliser pour qu'à l'issue de cet entretien, on ait checké, effectivement, comme des portes, on est franchi toutes les portes. Et on doit s'en assurer, et il n'y a pas de difficulté, je trouve, majeure, psychologique, normalement, pour un commerçant, à mettre un peu ça sur papier. C'est évident qu'on doit se donner un objectif dans ce rendez-vous. Pourquoi on y va? En fonction de l'objectif qu'on s'est donné, on va aussi construire l'entretien, le préparer. La préparation est déjà une étape fondamentale. Un bon entretien, c'est une étape qui a été préparée préalablement. On doit arriver ensuite dans cet entretien, si c'est le premier, le deuxième ou le troisième, évidemment qu'on ne va pas avoir le même objectif, ni même la même stratégie et organiser le questionnement de la même façon, ou l'argumentation, puisqu'il y a quand même un moment donné, il faut proposer. Ça, je trouve que c'est très très important. On a encore trop souvent des commerciaux sur ce type de rendez-vous de découverte. On sait déjà que ce n'est pas évident d'obtenir un rendez-vous découverte. Donc on a passé déjà une première étape, on a réussi à avoir un rendez-vous où quelqu'un va nous consacrer, nous accorder 3 quarts d'heure, 1 heure, parfois peut-être plus en fonction du... Et on voit encore des commerciaux arriver avec un pitch. Moi, ça m'est arrivé encore il y a quelques temps où, je ne vais pas citer le nom de la personne, mais c'est une boîte intérim qui vient me proposer ses services, où le commercial arrive avec un pitch en m'expliquant que c'est un réseau international, qu'ils ont des antennes à New York. Et on a passé déjà 20 minutes à dérouler le pitch du réseau d'intérim. Ouais. Et moi, j'étais presque mal à l'aise pour la personne, parce que tu dis à quel moment elle va s'arrêter. Moi, mes besoins, ils sont très drômois. Je n'ai pas besoin de recruter, je n'ai pas besoin d'une agence intérim qui a des antennes à New York ou à Boston ou à Londres.
Et donc je pense que ça c'est une confusion, et la préparation elle permet aussi de se dire, voilà, je vais faire un tour sur le site internet de la boîte, je vais regarder un peu avec qui elle se fournit, ou peut-être si elle travaille déjà avec des concurrents, j'essaye de sentir un peu plus le marché, etc. Et j'arrive avec finalement quelque chose qui n'est pas une présentation, mais déjà des éléments personnalisés, et peut-être des questions pour le coup qui sont précises par rapport aux besoins de la boîte, quoi. Alors ce que tu dis est très important, parce qu'au fond ce sont des informations dont on a besoin. La question qui peut se poser, c'est à quel moment on les recueille, ces données-là. Est-ce qu'on a capacité dans notre organisation, avec le type de marché, les produits que l'on vend, ou les services que l'on propose, l'objectif d'activité que l'on a, combien de rendez-vous par jour est-ce que je dois réaliser. On n'a pas toujours capacité à passer ce temps de préparation, site internet, site web, recherche, etc. Donc, mais c'est vrai que si on peut, c'est intéressant, mais... Alors, moi je pense que c'est pas forcément faire des recherches poussées, parce qu'on va évidemment avoir l'entretien pour avoir les infos, mais c'est suffisamment d'éléments, quelque chose, voilà, pour contextualiser, en fait, pour montrer aux prospects et aux clients qu'on est en train d'essayer de convaincre qu'on s'intéresse à lui, quoi. C'est de l'humain. Et je débarque pas avec c'est un entretien de découverte, c'est pas un entretien de pitch de mes services ou de mes solutions. Non, surtout pas. Et je pense que c'est une erreur que font beaucoup de commerciaux, c'est d'arriver avec un truc tout prêt et de prendre la parole, et on disait tout à l'heure en préparant le... Si tu as parlé plus que le client... c'est vrai qu'on se le rappelait, temps de parole 20% pour le commercial, 80% pour l'interlocuteur. Donc très vite dans l'entretien, on se présente rapidement, le pitch est 2 minutes, c'est pas 35 minutes, et on donne la parole à notre interlocuteur en commençant à creuser pour qu'il nous explique les raisons, pourquoi, quel est le sens qu'il va donner à cette décision qu'il va prendre, qu'est-ce que ça représente pour lui, ce type de choix, d'achat. Et donc ça va nous guider. Ensuite, on va dérouler quand, où, combien, qui. Et il a dû s'assurer le mieux possible que l'interlocuteur qu'il a en face de lui est bien sûr le décideur. Moi, je ne sais pas si tu le fais. Moi, ce que je recommande souvent, et ce que je fais moi-même quand j'ai ce type d'entretien, j'essaye de poser dès le début un agenda. C'est-à-dire que je vais proposer aux prospects, aux clients, de dire, voilà, écoutez, d'habitude, ce type d'entretien, voilà un peu comment je procède. On va discuter un petit peu ensemble de vos objectifs, on va essayer de comprendre un peu aujourd'hui quels sont vos challenges et pourquoi vous avez besoin de changer les choses. Et puis on discutera un peu du plan que vous avez en tête, et derrière on essaiera de voir si moi je peux vous aider, si on a un bon fit, si on peut avancer ensemble, si ça a du sens de discuter, quoi. Ce que j'aime bien dans le fait de donner cet agenda, c'est que déjà tu cadres un petit peu, quoi. Tu orientes un peu l'entretien et tu évites de te retrouver parce que notre temps il est précieux, donc si tu as passé 1 heure à discuter, même si tu aimes bien le prospect, on essaie quand même de sortir de là avec un peu d'infos. Et l'autre intérêt, ce que je trouve qui est vraiment intéressant dans cette démarche, c'est pas moi qui l'ai inventé, on me l'a apprise, moi-même je l'ai appris. On apprend tous. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand tu donnes un agenda comme ça donne une très grande impression de professionnalisme par rapport à tes prospects. Et ils ont l'impression de se sentir un peu drivé, un petit peu comme quand on va au médecin, en fait. Tu passes par la pesée, tu vois, c'est un peu... la visite est structurée, en fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là. C'est bien à nous de conduire. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on ait en tête, à la fois l'entretien et la négociation. De caler et de donner des repères, des objectifs. Voilà, je suis là dans ce rendez-vous, voilà pourquoi, et voilà ce qu'on va faire ensemble. Je pense que c'est important. Ensuite, on se reverra, tout dépend du scénario de vente qui a été calé, et voilà comment on va avancer. Effectivement, l'interlocuteur se sent cadré, c'est clair, les rails sont posés, il a identifié la façon dont on va s'y prendre, et bien sûr, qu'en pensez-vous ? Bien sûr, ça fait... Donc à la fin, et puis on peut lui demander aussi, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter ? Est-ce qu'il y a des questions que vous vouliez traiter en plus de tout ça ? Évidemment, il faut laisser ça ouvert. Mais je pense que lui expliquer un peu le process commercial, ça lui permet aussi de voir un petit peu où on va l'amener. Et on a tous été aussi clients, et on sait qu'à un moment donné, quand tu vas le commercial et que tu ne sais pas trop à quel moment il va te sortir le prix ou le budget, tu vois, il y a un peu cette forme d'impatience. Bien sûr. Et ça te permet aussi de lui faire comprendre pourquoi tu vas lui poser aussi toutes ces questions sur
sur son business, quoi. Oui, mais en même temps, il faut que l'entretien il soit naturel, tu vois. Il faut vraiment. Faut pas rentrer dans il faut avoir des réflexes avec des petites phrases, effectivement, des petites questions toutes simples, de reformulation, dites-moi en plus. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous me disiez que. Pouvez-vous préciser bon, mais qu'est-ce que la qualité bon, parlez-moi-en un peu, voilà, ou du délai, mais dites-moi en plus sur cet aspect, sur ce point particulier. C'est-à-dire, bon, alors si je vous réponds de cette façon-là, vous êtes d'accord? Oui, tous les commerciaux connaissent cela. Hein. La difficulté, c'est de le mettre en pratique. C'est clair. C'est de se calmer. C'est d'être capable d'écouter, de prendre du recul, de ne pas se jeter bride abattue dès que l'occasion se présente pour commencer à faire la déballe, à argumenter, à justifier. Voilà. On se calme, on prend du recul et on reformule et on re-questionne et on re-questionne. S'il lui pose des questions, on essaie d'y répondre sobrement en lui précisant que sur ce point, et vous le notez, on y reviendra plus tard. Et que, un peu comme font les hommes politiques, préalablement, ce qui est important, c'est de revenir sur ce point en particulier. Il faut être assez ferme. Ouais, ça, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Il faut être assez ferme aussi dans l'entretien pour faire comprendre à l'interlocuteur que voilà, il y a une démarche que lui-même d'ailleurs a validée, puisque en introduction, on vient de dire que voilà, on lui a présenté la façon dont ça allait se passer. Tu me parlais tout à l'heure, ça m'a fait sourire, tu as des acronymes, là, CQQ, COQP. Alors, chacun les nôtres. Beaucoup connaissent. C'est quoi, ça veut dire quoi? Beaucoup connaissent cet acronyme, hein, CQQ, COQP, c'est partout dans tous les bouquins. Ce sont les initiales d'une liste de questions. Pour être sûr de ne rien oublier, c'est dans le désordre, hein, combien, qui, quoi, pourquoi, quand, où, voilà. Donc en gros, si on fait le tour d'une problématique avec ce type de questions, avec cette arborescence, on a un peu fait le tour, et puis bien sûr, chaque thématique de question a bien sûr des sous-questions, mais c'est une façon aussi d'appréhender si on ne sait pas quand, si on ne sait pas où, si on ne sait pas pourquoi, si on ne sait pas qui, si on ne sait pas combien, si on ne sait pas quand, il nous manquera des choses. Il manquera des choses et ça permet... moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de se dire que avoir répondu à toutes ces questions, pour le coup, la CQQ s'est occupée. Il y a d'autres acronymes. Il y en a plein d'autres. Plein de façons, en fait, c'est pas très important. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'il y a un certain nombre d'informations qu'il faut avoir validées, avoir recueilli, avant d'aller plus loin et avant peut-être de passer à la phase où on va commencer à proposer des solutions aux clients. C'est le principe. Il y a rien de, c'est pas une idée de génie qu'on vient d'envisager. Dire mieux on a compris, plus on a compris ce qui était important avant de proposer, plus évidemment ce qu'on va proposer aura de la pertinence et répondra à ce qui est important pour notre interlocuteur. Bon, quand on vient de dire ça, il n'y en a pas un qui va te dire c'est pas logique. La question, c'est comment, quand on est dans le rendez-vous, en action, comme le sportif, finalement, il a compris comment il fallait mais quand il est sur le terrain, les gestes ne sont pas toujours aussi automatisés que ça. Les décisions qu'il prend, voilà, il faut que ce soit aussi sous forme de réflexe pour que les gestes, les attitudes, les bonnes questions soient posées au bon moment et qu'ils sortent de ce match. Mais je pense que l'image du sportif, gagnant-gagnant. Elle est pas mal parce qu'on revient encore à la préparation. Que si tu veux mener ce type d'entretien correctement, je pense qu'au moins mentalement, il faut avoir un peu visualisé ce qui va se passer. Bien sûr. Où est-ce que tu as envie d'emmener le prospect à la fin du call, avoir une idée de comment va se dérouler le call. Ou l'entretien, parce que moi je le fais souvent par visio, mais c'est quand même peut-être mieux de le faire. Je pense que c'est mieux de le faire physiquement quand c'est possible. Mais moi, il y a une façon d'approcher les choses que j'aime bien, c'est ce qu'appelait un des formateurs là, que j'ai eu l'occasion de côtoyer chez HubSpot, là, qui s'appelle David Winehouse. Il appelait ça Finding the Gap, trouver le gap entre là où veut aller le client, quels sont ses objectifs, et là où il est aujourd'hui, et quel plan il a en tête. Et souvent, quand on pose les bonnes questions, on n'a pas trop de mal à savoir un petit peu où veut aller le client. En tout cas, moi j'essaie de travailler avec des boîtes qui savent à peu près où elles veulent aller, parce que sinon c'est un vrai problème. C'est sûr. Quels sont vos objectifs? Êtes-vous clair avec vos objectifs? Où vous êtes aujourd'hui? Donc là on pose des questions qui sont plus sur l'organisation actuelle, enfin ça dépend du type de produit qu'on vend et ce qui est utilisé aujourd'hui. Et puis voir un peu le plan qui est prévu. Et souvent, on se rend compte que ce que prévoient nos prospects ne suffit pas pour atteindre des objectifs. Donc c'est là qu'on peut aussi pointer là où ça fait mal et dire, est-ce que vous pensez que le plan que vous avez en tête
va vous permettre de résoudre ce problème? Est-ce que ça va suffire? Je sais pas moi, si c'est l'achat d'une machine, si c'est l'achat d'un service. Oui, il n'y a aucune vente qui se ressemble. Là, on parle d'approche générique, mais en fonction du métier de l'entreprise et de ce qu'elle a proposé, c'est bien évident que parfois même, on a un interlocuteur, c'est la première fois qu'il va acheter la prestation ou le produit pour lequel nous sommes en train de discuter. Il a peut-être pas du tout le cahier des charges qu'il faut. Ouais, c'est clair. Donc là, il ne sait même pas bien qu'est-ce qu'il faut qu'il demande pour qu'on puisse lui faire une proposition. Et on a beau lui poser des questions, lui-même ne sait pas trop finalement ce qu'il va chercher à en faire, ou en tout cas il y a un décalage entre ce qu'il peut rechercher comme service dans la prestation ou le produit, à quoi ça doit lui servir, et puis l'idée qu'il a et ça, on s'en rend souvent compte, de la solution qu'il va rechercher, qui n'est pas du tout en adéquation, ou que le budget n'est pas du tout en adéquation. Donc tout ça demande, oui, un peu d'appréhension. Et c'est pour ça que cette histoire de gap, là, je trouve que c'est pas mal, parce que tu peux vraiment lui montrer là où il y a un manque dans son plan, dans sa façon de voir les choses. Et il y avait un autre truc qui rejoint un petit peu ça, c'est, je sais pas si tu as lu le bouquin Challenger Sales, ça te dit quelque chose? Non, je ne l'ai pas lu. En fait, c'est un bouquin que je recommande, là, qui explique que les meilleurs vendeurs, ce ne sont pas les loups solitaires ou les... C'est pas l'image du vendeur qu'on imagine. Ouais. Et en fait, il a été démontré que les vendeurs les plus performants, c'est toute une étude, je crois que c'est des gars de chez Harvard qui ont fait ça. Ils ont démontré que ils ont fait ça à une période qui était à part de 2008, là, quand il y a eu la Grande Dépression, la crise, là, il y a quelques années. Ils ont montré que les vendeurs qui vendaient le mieux et qui continuaient à être très performants, ce sont ceux qui étaient capables de challenger leurs clients et de pas forcément pas forcément aller toujours dans le sens du client. Et c'est ça en fait, c'est de poser ces questions. Pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne solution? Et ils allaient très très loin dans le challenge, dans le questionnement et la remise en question du plan du client ou du plan du prospect. Et en fait, ils ont démontré, c'est quasiment scientifiquement, que c'est ces vendeurs-là qui ont cette capacité-là, qui sont les vendeurs les plus performants. Donc en gros, on revient à notre entretien des découvertes, quoi. Oui, je crois que de toute façon, dès qu'on se met à parler d'un process de vente, où l'idée consiste à apporter une solution, qu'elle soit une solution de service ou liée à un produit qui va rendre en usage, la démarche, et c'est pour ça qu'elle est dupliquée à peu près dans toutes les écoles de vente, cette étape-là qui est à configurer de façon spécifique. Entreprise par entreprise, c'est pas forcément, même s'il y a des acronymes, il n'y a pas, c'est jamais les mêmes questions. Il ne faut pas se bloquer là-dessus. Le cahier des charges qu'on cherche à recueillir, à faire constituer, à extraire de notre interlocuteur et de la discussion qui doit prendre en compte à la fois l'entreprise et les raisons pour lesquelles elle cherche à acheter cette solution et aussi les motivations de l'acheteur, qui sont des éléments aussi à essayer de capter. C'est plus subtil, on n'est pas non plus donc là, on rentre dans de la analyste transactionnel, donc ouais. sur quel levier? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est inquiet? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un au contraire qui a envie de tester des nouvelles solutions, ou quelqu'un qui a envie plutôt de se valoriser grâce au choix qu'il va faire? Enfin, bref, il y a des tas de cas. On essaye de sentir, donc encore une fois, sans que ça soit de l'analyse, on n'est pas des psychologues, mais de sentir un peu la psychologie du personnage en face. Pour essayer d'adapter aussi son attitude. Voilà, on doit tenter, et ça se travaille. Il y a du training là-dessus, en amont bien sûr des rendez-vous, à l'intérieur de la boîte. On doit s'entraîner à capter, à identifier, au travers des mots, parce que on ne peut pas lui demander non plus brutalement, là c'est pas une question, souhaitez-vous être flatté ou êtes-vous inquiet, donc il faut être capable de percevoir dans ce qu'il exprime un certain nombre de signaux, quelques mots, qui nous indiquent que lui, il est plutôt dans ce profil-là. Mais, effectivement, avec beaucoup d'humilité. C'est la reformulation qui, à un moment donné, va nous permettre de valider que ces points-là ont du sens et de l'importance pour lui. Alors, on est aussi sur un process un peu de give and get, c'est-à-dire que si on peut pas, ça ne peut pas marcher à sens unique. Nous, on est là pour récupérer un certain nombre d'informations. Mais il y a aussi, quelque part, peut-être des choses à apporter au cours de cet entretien. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, avec le risque qu'on se retrouve à passer une heure à peut-être à trop donner. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on observe souvent, en fait, des commerciaux qui vont trop être dans le give et qui vont avoir tendance, parce qu'ils sont de nature peut-être altruistes et qu'ils aiment bien aider, et qui vont encore une fois s'emballer et qui vont commencer à donner pas mal de conseils et passer beaucoup de temps à donner.
sans forcément penser à récupérer. Donc là, il y a une solution, c'est Bien ne sûr. prenez pas le fromage, quoi. Don't take the cheese, comme disent les Anglais. C'est-à-dire que vous êtes une petite souris avec qui le client sait très bien qu'il va essayer de vous attirer avec. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, non? Comment tu gères ça, toi, de ne pas te laisser embarquer par un prospect ou un client quand tu sens qu'il commence à t'emmener dans des directions où tu n'as pas forcément envie d'aller? Ouais, bon, on en revient. Moi, je pense que voilà, il y a une maturité qui doit être nécessaire. Hein. Parfois, malheureusement, on cherche des commerciaux d'expérience. Ouais. Souvent pour cette raison-là. Elles sont pas toutes bonnes d'ailleurs, les expériences. Parfois, on ferait mieux de s'intéresser aussi à ceux qui n'en ont pas et les aider à en avoir une avec nous. Mais cette expérience, normalement, cette maturité, le fait d'avoir déjà vécu un certain nombre de situations de ce type doit procurer un enseignement qui permet de rester serein avec du recul, de maîtriser un petit peu cet emballement, cette émotion dont tu parles, qui est assez subtile, mais où on a envie aussi, nous, d'exister, de parler, de démontrer, de se mettre en valeur, en pensant que effectivement ça va nous rendre service pour qu'ils prennent la décision. Au fond, ça nous dessert souvent plus, évidemment, que ça nous sert. Et on est tous sortis, enfin moi ça m'arrive souvent, mais j'imagine toi aussi, oui, bien sûr, tous sortis d'entretien en se disant j'aurais jamais dû dire ça, là, pourquoi j'ai dit ça, je suis allé là-dessus, j'étais beaucoup trop lent. Bien sûr, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. D'où l'expérience. Je pense aussi dans l'apprentissage, quelque chose qui peut vraiment être intéressant, c'est de faire des roleplays, des jeux de rôle. Absolument. Si on peut pas les faire avec des vrais clients, en équipe, justement, on parlait la dernière fois de management des équipes commerciales. Je pense que c'est ce genre d'exercice qui devrait être développé au sein des équipes, les anciens qui organisent peut-être des jeux de rôle avec des nouveaux, etc. Et je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Donc les roleplays, à mon avis, c'est aussi une bonne façon d'apprendre à se maîtriser, à ne pas faire certaines erreurs. Ce qui est intéressant aussi, oui, alors bien sûr, c'est des jeux de rôle, la simulation, etc. Bon, parfois, on a du mal à s'y prêter. Je trouve ce qui est intéressant, parfois, c'est d'aller à deux dans un rendez-vous. Ouais. Et avoir quelqu'un qui est alors avec effectivement des rôles qui sont clairement définis au départ. Si on essaie tous les deux de jouer le même rôle et de l'emporter l'un sur l'autre, là, ça va très mal se passer. Quelqu'un qui est plus observateur. Mais quelqu'un qui va observer et justement, qui pourra ensuite, à la sortie, pourquoi pas dans le rendez-vous, récupérer des situations, parce qu'il y en a un qui est au feu et l'autre qui a justement ce regard. Sur des grosses négos, ça peut être même très utile. C'est très utile. Il a le regard un petit peu plus détaché, moins impliqué, moins émotionnellement engagé. Et donc il peut recadrer, régler un petit peu des petites choses pour que l'entretien soit construit d'une meilleure façon. Et puis surtout, il faut bien sûr les capacités et que l'autre accepte un petit peu le débriefing à l'issue du rendez-vous en se disant là, voilà, là par contre c'était bien, ça s'est bien passé. En revanche, sur ce point et sur ce point, tu vois, on aurait peut-être pu écouter plus ou questionner ou pas y répondre tout de suite, enfin voilà, je crois que ça peut être aussi une façon d'améliorer son comportement en rendez-vous. Moi, ça m'arrive d'accompagner des commerciaux uniquement pour ça. Je connais rien à leur métier. Juste pour voir un petit peu. Mais uniquement pour pouvoir discuter avec lui positivement, de façon constructive. Bien sûr. Comment le rendez-vous s'est passé. Miroir, le commercial, il est souvent seul. L'idée, c'est de le faire progresser pour qu'il améliore sa performance. Son taux de transformation, il l'améliorera si effectivement cette étape-là, elle est mieux maîtrisée, construite de façon plus affinée. Il fera une proposition, il n'y a aucun doute là-dessus, qui aura un impact bien plus important que l'inverse. Et donc, là, effectivement, participer à ce genre de rendez-vous est positif. Et je pense que beaucoup de commerciaux le comprennent et en trouvent des bénéfices à l'issue. En tout cas, si c'est dans cet esprit-là, c'est évident que c'est quelque chose d'important. Moi, ça m'arrive d'enregistrer parfois certains de mes calls, ne serait-ce même qu'à titre perso, quand tu peux pas avoir quelqu'un qui te fait cet effet miroir. Mais je pense que ça, effectivement, tu te réécoutes et tu vois un peu tout ce que tu aurais pu faire différemment, etc. Sur un autre sujet, le phoning, moi je veux dire, le meilleur conseil que je donne, que je peux donner, c'est de s'enregistrer. Je sais pas si c'est le meilleur. Un des conseils, c'est de s'enregistrer. Mettez votre smartphone, enregistrez-vous, parce que c'est vrai, être à côté, c'est un peu flippant, tu vois, pour des personnes supportent assez mal la présence qui vient un petit peu, même si c'est positif, tu vois. Et je dis, vous vous enregistrez,
Et puis après, on débrief, on écoute ensemble l'enregistrement. Vous vous écoutez vous déjà, je pense que allez même si vous n'aimez pas votre voix, vous écoutez quand même, vous allez comprendre des choses toute seule et on peut en reparler après. Après, il y a plein de petits trucs dont on discutait aussi, c'est la prise de notes. Effectivement, je pense que avoir... alors moi, je me suis carrément fait des sortes un peu de modèles, de feuillets, et du coup, ça me permet aussi de restructurer un peu mon entretien, où je complète un peu les cases au fur et à mesure, sans le montrer évidemment trop aux clients, mais en même temps, ça permet de montrer que c'est structuré, on sait pourquoi on est là, on sait quelles informations. Et puis avoir des notes structurées derrière, ça aide aussi à faire la proposition. C'est qu'une fois qu'on a rangé toutes les infos dans le bon ordre et qu'on a pris des notes, c'est quand même beaucoup plus facile de poser derrière une proposition. D'être pertinent. Et moi je trouve que je suis d'accord avec ça. Je crois qu'il ne faut pas craindre, mais alors du tout le regard de notre interlocuteur à mettre sur la table une espèce de trame et au contraire, moi je pense qu'on a un a priori sur ça, qui n'est pas le bon. Je pense que l'interlocuteur percevra plutôt ça positivement. Moi, l'effet que j'ai vu aussi, quand l'interlocuteur te voit sortir ton stylo et te voit sortir ton cahier ou ton ordinateur pour prendre des notes, ça va être écrit en fait. Et on a l'impression que la personne qu'on a en face aussi va être beaucoup plus attentive à ce qu'elle va dire. Et moi, j'ai remarqué que psychologiquement, ça a un effet aussi sur la personne qui est en face. C'est-à-dire que je sors le cahier, oui, donc je vais vous écouter, je vais prendre des notes. Et ça donne tout de suite un peu de solennité au rendez-vous. C'est-à-dire que il va écrire ce que je dis, donc bon, je fais attention à ce que je dis. Et j'ai vu cet effet-là parce que quand tu ressors les notes, parce qu'en général, c'est pas le seul rendez-vous que tu vas avoir, et que tu ressors tes notes, et que tu sens que parfois on va sur d'autres directions, ah oui, mais en fait, on avait discuté la dernière fois, j'avais noté ça, est-ce que j'avais bien noté et puis ça te permet aussi de faire un mail après le rendez-vous. Alors ça aussi, c'est quelque chose moi, que je recommande. Après un rendez-vous, il y a systématiquement, normalement, un follow-up. On fait un petit suivi, j'envoie un email de synthèse, peut-être pas un compte-rendu de 10 pages de la réunion, mais au moins un email avec quelques lignes où j'ai repris les points clés de la discussion, reformulé, demander à mon interlocuteur si j'ai bien reformulé, et c'est aussi l'occasion peut-être de valider certaines choses et de lui faire valider aussi par écrit. Avec un email, ça marche bien. Absolument. Okay. Non, ça c'est très important de noter. Parfois, effectivement, on assiste à des entretiens où le commercial ne prend pas de notes ou très peu. Je trouve que ça ne fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. D'une part, et d'autre part, il va lui manquer des informations. Parce qu'on va se servir, bien entendu, des petites expressions de notre interlocuteur, de mots qu'il a parfois inlassablement répété, et puis mais on a eu d'autres rendez-vous après. De citations, moi je prends des phrases clés. Ce rendez-vous avec d'autres après qu'on a eu dans la journée ou le lendemain ou sur le lendemain, il faut qu'on fasse une proposition, tout ça c'est dilué. Et même dans l'entretien, on va reprendre une expression, quelques mots qu'il a cités. Vous m'avez parlé de ça, 20 minutes tout à l'heure vous m'avez dit ça. En préambule, vous m'aviez... et là, on va revenir sur ce point avec son mot, son expression. D'abord, il se sentira écouté. Il dira, lui, il est sérieux, il a un process, il écoute ce que je lui dis, effectivement, c'est important. Oui, mais vous pouvez m'en dire un peu plus. Et donc, on va reprendre ces expressions dans la reformulation, y compris dans la proposition. Et forcément, la qualité de l'échange n'est pas la même. Mais je pense qu'à cet exemple du médecin, c'est vraiment le bon exemple. Que quand tu vas chez un médecin et que tu sens qu'il t'écoute, qu'il prend des notes sur ce que tu dis, c'est pas la même impression que quand tu vas chez... on l'a tous vécu chez certains médecins, parfois, qui te... Bon, ils t'auscultent, mais bon... L'ordonnance, elle est prête avant. Et en fait, en gros, tu as besoin d'une ordonnance, quoi. Et je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est quand tu as vraiment un problème et que tu vas... voir un médecin ou pour le coup un commercial, tu as besoin de quelqu'un qui t'écoute, qui note tout ça, tu as besoin d'être en confiance et d'être sûr qu'il a bien compris ce que tu lui racontes pour qu'il te file la bonne ordonnance derrière, quoi. Un point qu'on peut peut-être préciser aussi, puisqu'on parle beaucoup d'écoute, c'est là aussi une approche qui est assez connue, c'est l'écoute active. Ouais. Alors moi je suis pas trop un spécialiste, mais j'allais te poser la question. C'est un point, parce que écouter, ça veut dire quoi au fond? Parce que pendant qu'il parle, notre interlocuteur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute, tu vois, un petit peu comme ça, religieusement, sans rien dire, les yeux fixes, sans bouger il ne va pas se sentir très encouragé et très écouté. La communication ne passe pas.
quand je parle d'écoute active, je pense que beaucoup savent ce que c'est. Donc ne pas oublier qu'on doit avoir une écoute active. Les yeux, le regard, la tête qui hoche, la position, voilà, la position, on peut acquiescer physiquement. Il faut rappeler que dans une communication, hein, dans un échange, plus de la moitié des messages que l'on envoie sont physiques, corporels. Sont issus d'une communication non verbale. Ouais. Le temps, c'est un tiers. Le contenu n'a une part que très très faible. Et donc tout ce qu'on va communiquer, alors maîtriser ça, c'est pas si simple, hein, parce qu'on a tous des postures, les mains, les yeux, mais pensons à avoir une écoute active. Voilà. En fait, regardons notre interlocuteur, servons-nous de notre tête, de nos yeux. Voilà. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est parce que ça fait beaucoup de choses en fait. On se dit si on doit penser à tout ça pendant. Peut-être c'est dans le plan de progression un peu qu'on peut se mettre en place à titre perso, c'est prendre un point, se dire tiens, je vais travailler ce point-là sur les prochains entretiens. Je veux être capable d'avoir cette position. Et puis peut-être comme ça progresser point par point en identifiant des points sur lesquels on n'est pas bon ou sur lesquels on doit progresser. Bien sûr. Plutôt que d'essayer d'améliorer, faut que je prenne des notes, faut que je pose les bonnes questions, faut que je pense à demander ça. Donc moi c'est un peu le conseil aussi que je donne, c'est on ne peut pas améliorer tous les points en même temps parce qu'on n'améliorera rien. C'est bien sûr compliqué. C'est plutôt prendre peut-être voilà, et lister les points qui ont le plus d'impact aussi sur le process de vente, qui sont les plus importants dans l'entretien, et puis les prendre un par un, les travailler, et quand on a acquis la compétence entre guillemets, on passe peut-être au point suivant. Mais ça veut dire les lister aussi. Ça veut dire être capable d'identifier, de décortiquer un petit peu les qualités ou les compétences qu'on attend de cet entretien de découverte. Oui, vouloir effectivement mettre à niveau tous ces éléments-là simultanément paraît un peu ambitieux. Et puis on a tous peut-être certains des points particuliers sur lesquels on doit un peu plus travailler. Faut-il les identifier, hein, d'où le rôle aussi du manager dans l'entreprise, dirigeant, enfin de quelqu'un. Je pense qu'il faut avoir un peu de regard extérieur. Ça c'est très important. Quand on est tout seul face à ça c'est un peu difficile, quoi, tu vois, je pense. Hein. Donc le regard extérieur est constructif, et bénéfique et bienveillant. Et puis bien sûr avec beaucoup de bienveillance. Je crois que ça sera le mot de la fin. Samy, merci pour cet échange. Avec plaisir. Industrial Growth, c'est un podcast qui est dédié au secteur industriel. Abonnez-vous, inscrivez-vous sur iTunes, sur SoundCloud et sur tous les autres supports. Les liens vont être joints à la description du podcast. C'est un podcast qui est là pour vous aider. Donc vous pouvez aussi nous interroger en nous envoyant des questions ou des idées de sujets ou des idées d'invités que vous voudriez voir traiter. À bientôt. À bientôt.